L'Amérique, terre de liberté, mais aussi terre où l'ombre de la criminalité a parfois atteint des profondeurs insondables. Des actes si monstrueux, des mystères si glaçants qu'ils continuent de hanter notre imaginaire collectif. Accrochez-vous, car aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de 5 histoires vraies parmi les plus effrayantes du crime aux États-Unis. Des motivations tordues aux conséquences tragiques. Préparez-vous à un voyage au plus profond des ténèbres humaines. Notre première histoire nous emmène dans la paisible petite ville de Villisca, dans l'Iowa, au début du XXe siècle. Un crime d'une brutalité inouïe qui a brisé la tranquillité d'une communauté et dont les échos résonnent encore aujourd'hui. Les meurtres à la hache de Villisca. La nuit du 9 au 10 juin 1912, un silence de mort s'abat sur la maison de Josiah et Sarah Moore et de leurs 4 jeunes enfants, Herman, Catherine, Boyd et Paul. Également présents cette nuit-là, 2 jeunes invités, Lena et Ina Stillinger. Au matin, l'horreur est découverte. Les 8 personnes ont été sauvagement assassinées à coups de hache pendant leur sommeil. La scène de crime est d'une violence choquante, chaque victime ayant reçu de multiples coups à la tête. L'arme du crime, une hache appartenant à Josiah Moore lui-même, est retrouvée appuyée contre un mur de la chambre des hôtes. L'absence de mobile clair et l'apparente absence d'effraction plongent la petite communauté de Villisca dans une terreur et une suspicion généralisée. L'enquête, menée par des détectives locaux et des experts nationaux, piétine malgré de nombreuses pistes explorées. Un pasteur itinérant au comportement étrange, George Kelly, devient un suspect principal, mais malgré des aveux ambigus, il est finalement acquitté. D'autres théories émergent, impliquant des tueurs à gages ou même un voisin excentrique, mais aucune n'aboutit à une résolution. Plus d'un siècle après, les meurtres de Villisca restent l'un des cold cases les plus notoires et les plus hantés de l'histoire américaine, alimentant des légendes de fantômes et d'une présence maléfique planant sur la maison des Moore, devenue un lieu de pèlerinage pour les passionnés de paranormal et de true crime. Notre deuxième récit nous transporte dans le paisible paysage rural du Kansas, à la fin des années 1950. Une affaire qui a brisé l'illusion de sécurité et révélé la brutalité insensée du crime, les meurtres de la famille Clutter, immortalized in cold blood. Le 15 novembre 1959, la vie tranquille de la famille Clutter est anéantie. Herbert Clutter, un fermier prospère et respecté, sa douce épouse Bonnie et leurs 2 jeunes adolescents, Nancy et Kenyon, sont brutalement assassinés dans leur ferme isolée de Holcomb. Les tueurs, Perry Smith et Richard Hickok, 2 anciens détenus récemment libérés sur parole, avaient entendu dire par un ancien codétenu que la ferme des Clutter cachait un coffre-fort rempli d'argent. Arrivés sur les lieux, ils découvrent que cette information était fausse. Malgré cela, et sans aucune provocation, ils ligotent et abattent froidement les 4 membres de la famille. La découverte des corps le lendemain matin choque profondément la petite communauté rurale. L'absence de mobile apparent et la violence gratuite des meurtres rendent l'affaire d'autant plus terrifiante. L'enquête minutieuse mène finalement à l'identification et à la capture de Smith et Hickok plusieurs semaines plus tard, après une cavale à travers plusieurs États. Leur procès et leur condamnation à mort ont marqué l'opinion publique. L'histoire a été immortalisée par le chef-d'œuvre littéraire de Truman Capote, de sang-froid, qui explore en profondeur non seulement l'horreur du crime, mais aussi la psychologie complexe et les parcours tragiques des tueurs, laissant une réflexion durable sur la nature du mal et ses racines. Notre troisième histoire nous plonge dans la terreur qui a frappé une communauté universitaire en plein cœur de la Floride, à l'été 1990. Un prédateur insaisissable qui a transformé la vie étudiante en un cauchemar éveillé. Danny Rolling, le tueur de Gainesville. L'été
1990 devait être une période d'insouciance pour les étudiants de l'université de Floride à Gainesville. Mais cette tranquillité est brisée par une série de meurtres sauvages et inexplicables. En l'espace de quelques jours, 5 étudiants, Sonja Larson, Christina Powell, Tracy Pauls, Manuel Taboada et Krista Hoyt sont retrouvés assassinés dans leurs appartements. Les scènes de crime sont celles d'une brutalité choquante, révélant des actes de violence sadique et une mise en scène macabre des corps. La peur s'installe rapidement sur le campus et dans toute la ville. Les étudiants vivent dans la terreur. Les autorités sont sous pression pour identifier le tueur insaisissable qui semble frapper au hasard. Après une traque intense, l'enquête se concentre sur Danny Rolling, un homme au passé criminel chargé et récemment arrivé en ville. Son arrestation et son procès révèlent un individu profondément perturbé, hanté par des traumatismes et animé par une rage destructrice. Ses aveux détaillés des meurtres et la description de ses motivations tordues glacent le sang et laissent une communauté universitaire profondément marquée par la perte et la prise de conscience de la fragilité de la sécurité. Notre 4e récit nous emmène sur la côte ouest des États-Unis à travers les décennies de 1970 et 1980. L'histoire d'un prédateur nocturne qui a terrorisé la Californie pendant plus de 10 ans, laissant derrière lui une traînée de cambriolages, de viols et de meurtres. Le tueur du Golden State, Original Night Stalker. Pendant plus d'une décennie, un criminel insaisissable a sévi dans différentes régions de Californie, passant d'abord par des cambriolages, puis par des viols de plus en plus violents, avant de finalement commettre des meurtres brutaux. Il était connu sous différents noms au fil du temps, le cambrioleur de l'Est, le traqueur nocturne, Original, avant d'être unifié sous l'appellation terrifiante de tueur du Golden State. Ses méthodes étaient particulièrement effrayantes. Il espionnait méticuleusement ses victimes pendant des semaines, apprenant leurs habitudes, puis s'introduisait dans leur maison en pleine nuit, les ligotant et les soumettant à des actes de terreur psychologique et physique avant de commettre ses crimes. Pendant des décennies, il a échappé à la capture, malgré les efforts des forces de l'ordre et la terreur qu'il inspirait. Son identité est restée un mystère obsédant, alimentant les cauchemars de toute une génération de Californiens. Ce n'est qu'en 2018, grâce à une avancée spectaculaire dans l'utilisation de l'ADN généalogique et un travail d'enquête acharné, que Joseph James DeAngelo, un ancien policier renvoyé, a finalement été identifié et arrêté, mettant fin à un règne de terreur qui a duré plus de 40 ans. Son arrestation a non seulement apporté un semblant de justice aux victimes et à leurs familles, mais a également souligné la persévérance des enquêteurs face à l'horreur. Notre 5e et dernière histoire nous ramène à la fin du XXe siècle, dans la banlieue apparemment tranquille de Littleton, au Colorado. Un événement tragique qui a marqué une génération et soulevé des questions douloureuses sur la violence et la société, le massacre de Columbine. Le 20 avril 1999, le lycée de Columbine est devenu le théâtre d'une violence inouïe. 2 étudiants, Eric Harris et Dylan Klebold, armés jusqu'aux dents et nourris d'une rage froide, ont perpétré une attaque planifiée et méthodique, ouvrant le feu sur leurs camarades et leurs professeurs. En quelques heures, ils ont assassiné 12 élèves et un professeur, blessant plus de 20 autres, avant de finalement se suicider dans la bibliothèque de l'école. La planification méticuleuse de l'attaque, révélée par leurs journaux intimes et les vidéos qu'ils avaient enregistrées, a mis en lumière une haine profonde et un désir de vengeance envers leur père et la société. Le massacre de Columbine a choqué la nation et a déclenché un débat intense sur la violence chez les jeunes, la culture des armes, le harcèlement scolaire et la santé mentale. La tragédie reste un point de repère sombre dans l'histoire américaine, un rappel brutal des conséquences dévastatrices de la haine, de l'isolement et du désespoir,
et continue de hanter les réflexions sur la sécurité dans les écoles et la prévention de la violence. Notre 6e histoire nous ramène dans le temps, dans la petite ville minière de Centralia, en Pennsylvanie, bien avant l'incendie qui l'a rendu tristement célèbre. Un crime familial d'une brutalité choquante et aux motivations obscures qui a laissé une communauté entière traumatisée et un mystère non résolu, les meurtres de la famille Bly. Le 3 janvier 1920, au cœur de la rude communauté minière de Centralia, un silence sinistre enveloppe la maison de Robert et Carrie Bly et de leurs 3 jeunes enfants, Grace, 7 ans, Earl, 5 ans, et le petit Robert, âgé de seulement 2 ans. Au matin, un voisin fait une découverte macabre. Les 5 membres de la famille ont été sauvagement battus à mort à l'aide d'un objet contondant, vraisemblablement une barre de fer ou un marteau trouvé sur les lieux. La scène de crime est décrite comme particulièrement sanglante, témoignant d'une rage aveugle de la part de l'agresseur. L'absence de mobile apparent, aucun signe de vol, aucune dispute connue, et l'absence d'effraction visible plonge la petite ville déjà marquée par les difficultés de la vie minière dans une horreur et une suspicion profonde. L'enquête initiale, menée par un shérif local dépassé par l'ampleur du crime, s'enlise rapidement, bien que plusieurs individus soient brièvement suspectés, dont un voisin avec qui Robert Bly avait eu une altercation et un vagabond aperçu dans la région. Aucun n'est jamais arrêté, faute de preuves concrètes. Au fil des décennies, l'affaire des meurtres de la famille Bly est tombée dans l'oubli des annales nationales, mais elle reste profondément ancrée dans la mémoire locale de Centralia. Un sombre rappel de la violence insensée qui peut frapper même les communautés les plus soudées, laissant derrière elle un mystère non résolu et le spectre d'une tragédie familiale impensable. Notre 7e récit nous transporte dans la Californie de la fin des années 1960, une période de bouleversement culturel qui a vu émerger une forme d'horreur particulièrement glaçante orchestrée par un gourou manipulateur, les meurtres de Sharon Tate et de ses invités par la famille Manson. Les nuits au tragique des 9 et 10 août 1969 ont marqué un tournant sombre dans l'histoire américaine. La villa isolée de l'actrice Sharon Tate et de son mari, le réalisateur Roman Polanski, absent à ce moment-là, niché sur Cielo Drive à Los Angeles, est devenu le théâtre d'une barbarie indescriptible. Sharon Tate, enceinte de 8 mois et rayonnante de bonheur, et ses amis venus lui rendre visite, le célèbre coiffeur Jay Sebring, l'héritière Abigail Folger et son compagnon Wojciech Frykowski sont sauvagement assassinés par des disciples fanatiques de Charles Manson. Les tueurs agissant sur les ordres délirants de Manson concernant une prophétique guerre raciale qu'il appelait Helter Skelter ont fait irruption dans la maison et ont commis des actes d'une violence gratuite et terrifiante. Les victimes ont été poignardées à de multiples reprises et des messages sanglants ont été laissés sur les murs. Ces meurtres choquants ont non seulement coûté la vie à d'innocentes personnes au sommet de leur vie, mais ont également brisé l'illusion d'une certaine innocence dans la culture américaine, révélant la présence d'une violence nihiliste et irrationnelle, alimentée par la manipulation et le lavage de cerveau au sein de la secte de Manson. L'affaire a profondément marqué l'imaginaire collectif, symbolisant la fin d'une époque et l'émergence d'une angoisse face à la violence insensée. Notre 8e récit nous transporte dans l'atmosphère tendue et paranoïaque du New York des années 1970. Un tueur en série qui a semé la terreur en ciblant de jeunes femmes, laissant derrière lui des lettres énigmatiques et une ville en état de siège, David Berkowitz, le fils de Sam. Durant l'été brûlant de 1976 et jusqu'à son arrestation en août 1977, la ville de New York est plongée dans une peur grandissante par une série d'attaques au hasard contre de jeunes femmes et leurs compagnons perpétrées à l'aide d'un revolver de calibre 44.
Ce qui rendait ce tueur particulièrement terrifiant était non seulement la violence aléatoire de ses crimes, mais aussi les lettres énigmatiques et menaçantes qu'il envoyait à la police et aux journaux. Se présentant comme le fils de Sam, il prétendait obéir aux ordres d'un chien démoniaque appartenant à son voisin, un certain Sam Carr. Ces missives glaçantes ont alimenté la panique et rendu le tueur encore plus insaisissable dans l'esprit du public. La traque du fils de Sam a mobilisé d'importantes ressources policières, créant l'une des plus grandes chasses à l'homme de l'histoire de la ville et plongeant New York dans une atmosphère de suspicion et de terreur nocturne. L'arrestation de Berkowitz a mis fin à la vague de terreur, mais ses motivations étranges et ses affirmations délirantes concernant les ordres démoniaques continuent de fasciner et de déranger, laissant planer un doute sur la pleine compréhension de sa psyché torturée. Notre 9e histoire nous transporte dans la paisible région de Wichita, au Kansas, où pendant plus de 30 ans, un tueur en série a mené une existence double, cachant derrière une façade de normalité, une cruauté méthodique et terrifiante. Denny Rader, le BTK Killer. Pendant plus de 30 ans, de 1974 à son arrestation en 2005, Denny Rader, qui s'auto-surnommait BTK pour Bind, Torture, Kill, a terrorisé la communauté de Wichita, au Kansas, en s'introduisant dans les maisons et en assassinant des familles entières et des femmes seules, avec une froideur et une planification macabre. Après une période initiale d'activité intense, il a observé un silence de près de 10 ans avant de recommencer à narguer la police et les médias au début des années 2000, envoyant des lettres cryptiques, des dessins macabres et même des disquettes contenant des informations sur ses crimes passés. Ce qui rend l'histoire de BTK particulièrement effrayante, c'est la durée de ses agissements impunis, sa capacité à mener une double vie pendant des décennies, un mari et un père apparemment normal le jour, un tueur sadique la nuit et la nature calculée et sadique de ses crimes. Il choisissait ses victimes avec soin, les espionnait pendant des semaines, planifiait méticuleusement ses attaques et conservait souvent des souvenirs de ses actes. Ce n'est qu'en 2005, grâce à une erreur informatique fatale lors de l'envoi d'un de ses messages à la police, que les enquêteurs ont pu retracer son identité et l'arrêter, mettant fin à un règne de terreur de plus de 3 décennies. Son procès a révélé l'étendue de sa monstruosité et a choqué le monde entier, soulignant la capacité du mal à se cacher derrière le masque de la banalité. Notre 10e et dernière histoire pour aujourd'hui nous ramène en Californie dans les années 1960. Un enlèvement qui a mal tourné de manière tragique et dont les conséquences ont marqué l'histoire criminelle par son audace et sa brutalité. L'enlèvement et le meurtre de Barbara Mackle. En décembre 1968, la jeune et riche héritière Barbara Mackle est enlevée sous la menace d'une arme dans sa chambre d'hôtel Howard Johnson à Coral Gables, en Floride. Ses ravisseurs, Gary Christ et Rutan Spooner, mettent en œuvre un plan audacieux et terrifiant. Ils enferment Barbara vivante dans une boîte en bois spécialement conçue avec de maigres provisions d'eau et d'air, puis l'enterrent dans un endroit isolé, exigeant une rançon colossale de $500,000 à sa famille fortunée. L'enquête policière et la course contre la montre pour retrouver Barbara avant qu'elle ne meure enterrée vivante tiennent l'Amérique en haleine, les médias suivant chaque rebondissement de l'affaire. Miraculeusement, après 83 heures d'un calvaire inimaginable, Barbara est retrouvée saine et sauve grâce aux indications d'un complice. Cependant, l'horreur de son expérience, la froideur calculée et la cruauté de ses ravisseurs ont profondément marqué l'imaginaire collectif, soulignant la vulnérabilité de chacun face à la cupidité et à la violence. L'arrestation et le procès de Christ et Spooner ont révélé l'étendue de leur plan machiavélique et ont servi de sombre rappel
des conséquences tragiques de l'avidité. 10 histoires vraies, 10 plongées au cœur des ténèbres de la criminalité américaine. Des actes insensés aux traques de longue haleine, des motivations obscures aux conséquences tragiques. Ces récits nous confrontent à la complexité du mal et à la fragilité de la paix. Quelle de ces histoires vous a le plus profondément marqué? Quelles réflexions ces récits suscitent-ils en vous? Partagez vos pensées et vos réactions dans les commentaires ci-dessous. Si cette exploration des recoins les plus sombres de l'âme humaine vous a captivé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines plongées dans les mystères et les tragédies qui ont marqué notre monde. Merci d'avoir regardé et restez prudents.